Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 3e épisode des Mardis de l'IA de la saison 2026. Comme vous le savez, on est toujours dans le cadre d'apprendre de toutes les intelligences. Je suis Jamil et comme toujours, je suis accompagné de Lucie. Bonjour. Et de Nicolas. Bonjour. Pour cet épisode. Et petit rappel concernant l'accès aux outils d'IA, ils dépendent des règles de votre organisation. Donc en cas de besoin, vous pouvez tout simplement vous adresser à votre DSI. Exactement. Et comme d'habitude maintenant, on va d'abord commencer par une séquence interview. Aujourd'hui, on aura l'opportunité et la chance d'avoir Cécile Préget de la CNAV. On enchaînera ensuite avec la démonstration d'un outil que vous connaissez bien, je pense, dans le régime, à savoir Copilot, un outil un peu répandu, je pense. Ensuite, on poursuivra avec un cas d'usage dans les bonnes pratiques dans l'usage des IA génératives. Et on terminera donc avec notre nouveau format, les 3 questions A, avec ici un collègue, ancien participant à apprendre de toutes les intelligences, Patrick Marial, ingénieur formation à la MSA. Donc on terminera naturellement en évoquant ce qu'on va faire lors de la prochaine émission. Et du coup... on va commencer avec l'interview peut-être. Exactement. Donc on a rencontré Cécile qui est venue nous voir et qui nous a parlé de ses pratiques et ses usages de l'IA. Donc on découvre ça. Bonjour Cécile, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les Mardis de l'IA. Donc un exercice, comme tu le sais, d'interview pour un petit peu connaître un peu plus tes usages de l'IA. Et donc on va commencer par la première question. Est-ce que tu peux te présenter ? Tout à fait. Bonjour à vous de m'accueillir au sein de l'émission. Je suis Cécile Préget, chef de projet formation nationale pour la CNAV. Je travaille donc pour le réseau de l'assurance retraite. Et à ce titre, mon poste, c'est de structurer, de concevoir, piloter des projets de formation, les faire évoluer également. Donc, on va travailler sur des dispositifs de formation métier pour le réseau national de l'assurance retraite. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de proposer des dispositifs qui soient sécurisés, fiables, qui correspondent aux besoins des réseaux, du réseau, des directions métiers. On va travailler donc avec des groupes d'experts, projets, avec les commanditaires qui sont les directions nationales. Et notre enjeu, c'est vraiment de pouvoir proposer vraiment des choses construites. Et on est dans un environnement très contraint, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur du réglementaire, du juridique, beaucoup de process, d'organisationnel. Donc, l'intérêt de l'IA pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir justement travailler dans ce contexte contraint, mais tout de même de proposer des choses plus évoluées. Et alors, comment est-ce que tu as commencé à utiliser l'IA dans ton travail ? Alors justement, j'ai commencé à utiliser l'IA il y a près de 2 ans, grâce notamment au programme Apprendre de toutes les intelligences. C'est la première expédition apprenante, donc merci à Lucans, merci à vous. Et également grâce au déploiement de Copilot au sein de la branche retraite. Donc au début, j'ai fait une petite recherche. Mon premier prompt était de demander à l'IA comment rédiger un prompt efficace. J'avais choisi la base. Et donc, très vite, je me suis rendu compte que pour avoir un résultat qui soit efficient, c'était de pouvoir vraiment structurer les demandes, savoir ce qu'on en attend, affiner, vraiment, réitérer. Donc, exactement ce que vous dites très souvent dans les Mardis de l'IA. On essaie de faire passer ça, ouais. Et en fait, je me suis rendu compte rapidement que l'IA, ce n'est pas juste un outil qu'on utilise, c'est vraiment un outil, alors sans jeu de mots, mais qu'on apprend à piloter. Et le but, en fait, c'est pas forcément de faire uniquement autrement, c'est vraiment de faire mieux ce qu'on sait déjà faire. Et c'est vrai qu'initialement, j'étais partie sur l'IA pour gagner du temps sur des tâches chronophages, sans perte de qualité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'IA peut aller beaucoup plus loin, et même juste avec la version gratuite de Copilot. Ouais, ça c'est vrai. Et du coup, quand tu parles d'aller plus loin, etc., concrètement, aujourd'hui, quels sont tes usages les plus utiles de l'IA ? Alors, j'utilise l'IA vraiment de façon pragmatique. Je vais utiliser principalement l'IA sur tout ce qui est pilotage et structure de projet. Par exemple, sur de l'aide, sur du travail préparatoire pour les notes de synthèse, les notes de cadrage, recueil de besoins, la structuration des supports de réunion, de formation, etc. Également sur toute la partie ingénierie pédagogique, que ce soit en amont, durant le projet, en aval, également jusqu'au déploiement à la communication.
J'utilise par exemple notamment l'IA sur tout ce qui est activité pédagogique, que ce soit sur les quiz, les fiches mémo. Je vais créer par exemple des cahiers de l'apprenant avec l'IA, sur des personas, sur des activités toutes sortes, jusqu'à l'évaluation. Quelle que soit l'évaluation, ça peut être sur la formation, à chaud, à froid, sur le projet également, sur les besoins aussi des métiers, sur des sondages. Également, je vais l'utiliser de façon plus accessoire sur, on va dire, de l'appui technique, que ce soit sur Excel, sur PowerPoint, puisque j'administre un SharePoint, la fabrique du savoir pour le réseau formation. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'IA pour préparer, mais jamais pour décider, jamais pour arbitrer. C'est nous qui allons garder cette expertise, qui allons garder ce regard en fait humain. Donc, ça va toujours être une première matière qu'on va affiner, challenger avec les groupes d'experts, avec les regards des directions nationales, avec les experts métiers. Moi, je vais être garante de la partie pédagogique, également de la partie technique, grâce à eux. Donc, l'IA est là vraiment pour nous accompagner, nous assister. Et après, je sais que je ne l'utilise pas sur certains usages, comme je le disais, sur tout ce qui est validation, sur tout ce qui est données sensibles également. Bien sûr, je vais respecter évidemment la charte. Je ne vais pas utiliser l'IA quand la valeur ajoutée de l'outil va être trop faible. Et je vais garder l'aspect écologique et notamment, je ne vais pas, je vais toujours garder en tête qu'une requête texte consomme très peu d'énergie, une image plus et évidemment une vidéo encore beaucoup plus. Donc je vais garder cet aspect en tête pour que ça soit rationnel. Et par contre, je l'utilise quand même au quotidien. C'est trop bien, surtout en termes de posture, celle que tu adoptes, d'utiliser l'IA pour certaines tâches et de garder ton esprit critique pour ne pas l'utiliser à certains autres moments. C'est vraiment ce qu'on essaie de véhiculer nous aussi dans les marges de l'IA. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, tu montres que tu as une panel d'utilisation de l'IA qui est quand même assez large. Tu as évoqué un certain nombre de choses. Et du coup, ça m'amène une question. Tu dis que l'IA, tu l'as découverte il y a 2 ans et que du coup, en 2 ans, tu l'as intégrée. Mais est-ce que, rétrospectivement, qu'est-ce qui a changé dans ta façon de travailler? Qu'est-ce que l'IA t'a apporté dans ta façon de structurer ton travail, dans ta façon d'aborder les tâches que tu as à faire? Alors, je vais effectivement avoir vraiment, il y a une évolution dans mon travail grâce à l'IA. Pas comme on peut l'imaginer habituellement, on peut se dire que l'IA nous remplace. Non, pas du tout. On n'imagine pas ça ici, en tout cas. C'est un préjugé qui est souvent véhiculé en fait, sur l'IA. On se dit qu'avec un petit prompt, on va pouvoir avoir directement le résultat. On sait évidemment que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais du coup, je vais pouvoir me challenger, aller plus loin dans nos projets avec les équipes. Et en fait, tout ce temps qui est gagné, en gros, va pouvoir être réinvesti sur du décisionnel, sur de la stratégie, sur des choix, par exemple des arbitrages pédagogiques ou autres. Donc en fait, on va réinjecter ce temps sur justement des tâches qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans nos projets. Et en parallèle, ça va m'obliger à être plus exigeante sur le contenu parce qu'évidemment, tout ce qui est matière première de l'IA va être affiné, sécurisé, relu et relu par les groupes, par moi, par les directions nationales pour qu'on soit sûr que ce qui sorte de l'IA soit effectivement complètement abouti ensuite par le regard humain. Donc, je dirais que l'IA n'est pas là pour remplacer l'expertise, elle est là pour nous amener à faire mieux ce qu'on fait et aller beaucoup plus loin. On te pousse à aller plus loin, en fait. Oui, complètement. Et entre justement quand l'IA venait d'arriver, du coup, qui n'était pas très développée, même dans nos pratiques à nous, c'était pas encore très bien, on va dire, on prenait encore en main. Et maintenant où c'est quand même plus développé, où tu as déjà un usage qui est plus avancé, est-ce que justement tu vois encore plus de plus-value, tu as envie d'explorer encore plus d'avantages? Comment est-ce que tu le vois, cette évolution? Effectivement, je vois cette évolution vraiment de façon positive. Bon, bien sûr, au sein de l'assurance retraite, on peut être contraint par l'outil, mais au-delà juste de l'outil, c'est vraiment l'usage qu'on en fait. On peut effectivement aller sur plein de champs. Donc, effectivement, pour moi, il y a vraiment un panel qui est très, très large sur l'utilisation de l'IA. Idéalement, pour toi, c'est quoi le next step de l'IA? Qu'est-ce qui... Dans ta pratique, on l'a vu, tu l'as été exposé, qu'il y a quand même, c'est assez large ce que tu utilises. Est-ce que tu te dis aujourd'hui, ça serait, ou est-ce que tu t'es déjà dit, ça serait bien si je pouvais aller encore plus loin, est-ce que si je pouvais aller plus loin, et sur quoi en fait?
Alors, je n'imagine évidemment pas un outil révolutionnaire ou autre, mais j'imagine une utilisation de l'IA plus généralisée, qui soit plus alignée avec nos contextes métiers, une IA qui nous permette justement d'aller sur tous nos champs. On est dans l'institution, dans l'univers de la sécurité sociale. On a effectivement des contextes très réglementaires, contraints, et c'est de pouvoir avoir des IA qui soient plus fiabilisées, qui réduisent aussi le risque d'erreur, ne serait-ce qu'en production, pour aller plus vite, mais aussi de gagner en efficacité. Parce qu'on imagine toujours l'IA comme un outil qui va nous faire gagner du temps, ça c'est vrai, c'est indéniable. Si on sait le cadrer, c'est vraiment important de pouvoir perfectionner nos pratiques de l'IA et de savoir comment l'utiliser. Mais c'est également de garder en tête que l'IA, c'est vraiment un moyen pour gagner aussi en qualité de travail et en efficacité. Donc, et autre point aussi que je voulais soulever, c'était le fait qu'au-delà de l'outil et des usages qu'on en fait, c'est de se dire que on a besoin d'accompagner vraiment les collaborateurs, comme vous le faites par exemple avec le réseau, notamment en formation. Mais c'est vraiment de créer une vraie culture IA et de montrer qu'en fait, à tout niveau, on peut utiliser l'IA, quel que soit notre métier. C'est vraiment un outil qui est formidable et quel que soit le modèle qu'on a, l'outil qu'on a à notre disposition. Donc, c'est vraiment de produire mieux. Bah écoute, effectivement, c'est ce qu'on essaye, nous, c'est la culture qu'on essaye de véhiculer dans ce qu'on fait dans les mardis de l'IA, mais oui, je pense que ça résume assez bien aussi notre approche, que c'est, comme tu l'as dit, c'est un outil, c'est pas pour faire à la place d'eux, c'est pour aider. Et je pense qu'effectivement, ça nous tire un peu vers le haut, mais tu as raison, il faut le maîtriser. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous. Pour ce partage, c'était très intéressant. Et puis, bah, nous, on se retrouve sur la suite de l'émission. On enchaîne. Allez. Et ben voilà, on espère que ça vous a plu. Hyper intéressant, comme vous avez pu le voir, des usages différents par rapport à ce qu'on a déjà pu observer dans les précédentes interviews. Ouais, clairement. Et puis en plus, ça nous fait une bonne introduction. Pour puisque l'outil. aujourd'hui, on va parler de Copilot. Alors, on va essayer de se focaliser sur la version gratuite, qui s'appelle Copilot Chat. C'est ça. Alors, gratuite, oui et non, mais bon, en tout cas, c'est la version d'entrée. Je pense que c'est celle qui est la plus répandue. À propos de ça, on m'a posé une question. On m'a demandé comment on pouvait consulter l'abonnement qu'on avait. Alors, on va regarder ça. Juste avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, juste une petite précision. On va pas faire une présentation de l'outil en soi. Copilot, c'est une IA générative conversationnelle. On sait, c'est un prompt, ça marche par prompt. Donc là-dessus, on va pas non plus entrer là-dedans. C'est un peu partout. On va plutôt partir et vous expliquer, comme on a déjà eu l'occasion de le faire, et on a eu beaucoup de questions sur ces sujets de prompt. Comment je fais un prompt, comment ça s'articule. Donc là, on va un peu mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire, et développer un peu cette partie. Donc, écoute, pour répondre à ta question ici, le plus simple, c'est que je te montre. Donc là, tu vois, je suis sur ma fenêtre, donc je suis dans Copilot. Et donc, comme tu peux le constater ici en bas, je suis connecté et c'est là que ça m'indique quelle version j'ai. Donc moi, je suis privilégié, j'ai une version premium. Donc effectivement, peut-être que si vous avez une version juste Copilot Chat, vous n'allez pas avoir tout à fait la même interface, mais ce qu'on va aborder aujourd'hui, ça ne changera rien. Donc avant de vous montrer direct, je pense que ce qui est important, c'est qu'on se rappelle un petit peu, quand j'utilise une IA générative conversationnelle, la base, et on le rabâche depuis toujours, c'est la qualité du prompt. Toujours. C'est hyper important. Voilà. Donc nous, on a identifié, et quand on a travaillé à préparer cette séquence, on a identifié, on va dire, 3-4 méthodes de prompting. En partant de la plus simple que tout le monde connaît et que chacun utilise, à des choses un petit peu plus poussées, un petit peu plus personnalisées, je dirais. Donc, si je commence par le commencement, et on va, je pense, passer assez rapidement là-dessus, la première des choses dans le prompt, c'est le prompt par itération. C'est-à-dire que je pose ma première question, il m'apporte une réponse, et ensuite je lui repose des questions, je lui dis d'aller plus par-ci, plus par-là,
Voilà, ça c'est... Une conversation finalement. Voilà, exactement. Oui, tu as raison. Quand on parle d'itération, c'est-à-dire que chacun prend la parole, si je puis dire, sachant que c'est une IA, à chacun son tour, et du coup on avance comme ça. Donc ça fonctionne bien dans certains cas, des fois c'est suffisant quand on n'a pas des besoins plus gros, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc du coup, on va essayer d'approfondir un peu plus la façon dont on prompte. Alors dans un premier temps, on va appeler ça le niveau 1, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, c'est la définition du rôle et du contexte. Ça, c'est important, parce que Copilot, lui, il a ni rôle ni contexte, il a juste une base de données dans laquelle il va aller piocher pour vous répondre. Donc l'idée, dans un prompt, dans un premier temps, c'est de définir son rôle. Donc on peut, par exemple, là, on va pas vous l'afficher, parce que c'est des documents qu'on va retrouver et que vous retrouverez dans la base documentaire qu'on va vous fournir. Et bon, dans un premier temps, je commence mon prompt en lui disant « Tu prends le rôle d'un expert par exemple en ingénierie pédagogique, tu es spécialisé par exemple en conception de modules e-learning, et donc on va donc lui définir un rôle spécifique, et lui, il va du coup orienter ses réponses dans ce rôle. » Ça, c'est important et c'est intéressant, parce que ça permet déjà d'être dans le cœur du sujet, déjà au niveau de l'interlocuteur qu'on veut avoir. D'accord ? Ça, c'est le premier niveau. Après, on peut aller un poil plus loin, et donc on va dire un niveau 2. C'est-à-dire qu'en plus, alors c'est pas exclusif, c'est pas l'un ou l'autre, c'est qu'on ajoute, on peut définir un contexte. C'est-à-dire qu'effectivement, tu es un expert en ingénierie pédagogique, etc., et on va lui dire, par exemple, tu dois toujours me poser des questions avant de répondre, afin de bien comprendre mon contexte et ce que je recherche. Donc là, en fait, ce qu'on lui dit, c'est que comme il ne sait pas de quoi on va parler, avant même de commencer, il va poser des questions. Donc je vais lancer mon prompt, lui va me répondre, va se mettre dans le rôle de l'ingénieur pédagogique, puisque c'est ce que je lui ai défini. Et je vais lui dire, par exemple, je souhaite travailler sur la scénarisation d'un module e-learning. Je lui envoie mon prompt, et là, sa première réponse, ça va être de me poser des questions. C'est ce que je lui ai demandé. D'accord ? Ouais. Donc il va me dire, ok, un module e-learning dans quelle voie, quel va être ton public, quelle est ta cible, etc., etc. Ça, c'est important de venir apporter, et ça sera valable pour tout ce que vous allez faire dans une IA conversationnelle, c'est de contextualiser au maximum pour qu'on soit vraiment, alors peut-être que l'image va faire sourire, mais que ce soit un collègue et pas une IA. C'est-à-dire que ça soit quelqu'un qui parle le même langage que vous et qui soit dans le même environnement ou écosystème, en fait. Et si vous avez déjà les informations à votre disposition, vous connaissez déjà votre cible, je sais pas, les ressources sur lesquelles vous voulez vous appuyer, etc., c'est toujours bon de les donner dès le début pour que, en fait, l'IA emmagasine le maximum de contexte, d'informations, de background sur vous et sur votre projet, pour que derrière, vous ayez une réponse qui soit pertinente et finalement celle que vous espérez obtenir. Parce que très souvent, et c'est notamment le cas dans les premières années où on a découvert l'IA, etc., c'est que on lui lance une question, on n'obtient pas la réponse que l'on souhaite et on n'est pas content, on se dit « Ah purée, ça marche pas bien », etc. Donc c'est aussi le meilleur moyen d'éviter les hallucinations. Moi, je sais que dans mes prompts, j'aime bien aussi rajouter une phrase en disant « Si tu sais pas, tu dis que tu sais pas et tu m'inventes rien ». Ça permet d'évacuer justement ce genre de choses où une IA, il faut qu'elle donne une réponse. Donc si elle sait pas et que dans sa base il y a rien qui correspond, elle va inventer. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. C'est très vrai. Quand même, ça reste assez rare aujourd'hui, mais ça existe toujours. Donc pour éviter ce biais-là, on le met directement dans le prompt. Ça permet d'avoir des choses. Donc ça, c'est deux façons un petit peu, enfin en tout cas deux paramètres qui sont à mon avis, à mon sens, importants quand on construit son prompt. Mais on peut aller un peu plus loin. Donc là, pour le coup, je vais vous montrer un petit peu comment. C'est-à-dire que toutes ces instructions qu'on va aller donner à l'IA dans le prompt, on peut le faire plus simplement et les mettre directement dans l'IA avant même de commencer. Donc comment on fait ? Donc on va aller, donc là je suis sur la page d'accueil de Copilot. Je vais ici dans mes paramètres. Ici j'ai un bouton paramètres. OK. Et oui, tu vois qu'il y a une option dans le menu qui s'appelle personnalisation. Ouais, effectivement. Donc je vais cliquer sur personnalisation. Donc là on va avoir un certain nombre de choses. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les instructions personnalisées. D'accord ? Donc je vais aller les modifier.
Là, moi, je ne l'ai pas fait parce qu'effectivement, c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais ici, tout ce qu'on s'est dit avant sur la façon, le rôle, qui moi je suis, moi son interlocuteur, qui moi je suis, c'est intéressant de lui dire, qu'il puisse contextualiser. Ah oui. Alors après, effectivement, dans une utilisation un petit peu quotidienne de Copilot, il y a un moment où il sait qui vous êtes. T'as plus besoin de lui dire, il le sait. Donc, tu lui parles tous les jours, donc il sait. Mais là, c'est vraiment intéressant. Donc c'est là qu'on va venir dire, voilà, je suis Nicolas, je suis attaché de direction, moi mes missions, ça, c'est mon domaine, c'est la formation professionnelle, etc. On va venir lui donner et plus on va donner d'informations, attention avec la limite des données personnelles, hein, on n'a pas besoin non plus d'afficher sa vie, ça sert à rien. Mais ça permet ici de venir mettre un certain nombre de choses qui vont être pour lui des instructions qu'il va appliquer par défaut à chaque prompt. Ça aussi, c'est important de le savoir, parce que si vous faites un travail spécifique dans lequel vous avez des instructions spécifiques que vous avez remplies là, et que le lendemain ou la semaine suivante, vous avez un travail qui n'a rien à voir, attention, il va appliquer ce qui est resté dans vos instructions personnalisées. Donc, c'est bon, c'est bien à savoir. Donc, il faut quand même garder en tête que ça, c'est dans le dur, entre guillemets. C'est pas quelque chose qui sera dans votre prompt, mais c'est quelque chose qui va prendre en compte dans toutes les requêtes que vous allez lui envoyer. Et c'est bien parce qu'il y a des suggestions, on a vu. Si jamais on n'a pas trop d'idées, etc. Tu as raison, il y a des suggestions. Alors, je vais te dire, la meilleure des suggestions, c'est de lui demander à lui. Ouais, c'est vrai. Souvent. Ouais, c'est sûr. L'IA, ça fonctionne comme ça, hein, c'est une IA conversationnelle, hein, donc des fois, quand on a un doute, en se disant, bah tiens, comment est-ce que je peux, eh ben on lui demande. Et là, il va nous sortir un certain nombre de formulations et de sujets qu'on peut mettre, tu vois. Donc ça peut être dans le format des réponses qu'il va te donner. Ça peut être le niveau de détail, ça peut être une tonalité, ça peut être tu vas pas rédiger quelque chose en fonction de ton interlocuteur, tu vois. Une note qui est entre nous, c'est pas le même ton qu'une note qui va être à destination d'une direction, d'un directeur, etc. Tu vas avoir le niveau de créativité aussi, tu vas avoir le niveau de pensée critique. Bref, il y a plein de choses. On vous a mis dans le document et on l'a bien travaillé là-dessus. Plein de petits des idées, des pistes d'instructions personnalisées que vous pourriez mettre. Donc, faut pas hésiter à le tester. Et puis, je pense que moi, le plus simple, c'est quand même aussi, et là pour le coup, je sais que j'en ai déjà parlé à plein de reprises et qu'on nous a beaucoup posé la question. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait en sorte que Copilot, eh ben, il génère lui-même ses prompts. C'est ça. Il s'auto-prompte. Donc là, on a quelque chose d'assez intéressant, et là je vais vous le montrer en live. Alors je vais pas le générer là parce que comme on est en technique, j'avais peur que ça marche pas, donc je l'ai fait, donc je vais aller le chercher dans mon historique. Mais voilà, donc typiquement, hop, je remonte. Voilà. Donc là, je lui ai dit dans mon prompt, tu es mon prompt ingénieur personnel. Donc voilà, déjà je vais définir mon rôle. Enfin, son rôle, pardon. Donc, tu dois optimiser mes prompts, détecter les imprécisions, structurer les demandes, produire des prompts prêts à copier, à coller. Et là, je lui ai demandé de me faire à chaque fois 3 propositions. Une simple, une experte et une super minimaliste. Ça me permet, moi, après, en fonction de... Après, ça, encore une fois, c'est personnalisable. C'est ça, bien sûr. Je lui mets du contexte. Donc, je travaille dans un environnement institutionnel et de formation professionnelle. Je cherche des résultats crédibles, professionnels et directement exploitables. Et ensuite, et c'est là que c'est intéressant, je lui dis, tu dois réaliser une critique sévère du prompt. C'est-à-dire qu'il va se créer un prompt et à chaque fois, il va se dire, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien. Donc on lui dit, commence par donner visuellement une note de 0 à 5 étoiles. Avec 0, c'est nul, 5, c'est génial. Et donc ça va permettre, nous, visuellement, de voir un petit peu comment ça se met. Et donc, du coup, après, voilà, donc toutes les hypothèses et problèmes doivent être traités dans la critique. Tu dois également dresser une liste des questions. On en revient à la même chose, pour qu'il puisse apporter du contenu et que ça soit pertinent. S'il sait pas, il va remplir. Donc là, on lui dit, tu poses des questions. Donc tu dois également dresser la liste des questions indispensables pour améliorer ton prompt. Voilà. Donc rédige tout ça. Donc, ça c'est mon prompt. Je lui envoie sa réponse. Ok, bien compris. À partir de maintenant, je fonctionne comme un prompt engineer. Donc il récapitule ce qu'il a compris, ce que j'ai dit. Donc ok. C'est bien. Tu vois. Il va parler d'évaluation, donc il y aura bien des étoiles.
La critique, c'est sur sur quoi, et donc c'est ce qu'il a identifié comme un petit peu les angles morts, entre guillemets, où c'est des choses sur lesquelles il sait qu'il va avoir quelque chose à faire. Et ce qui va manquer, les actions pour atteindre un 5 étoiles. Les questions, le prompt, ok, il explique un petit peu quelle va être la structuration de sa réponse, et là il dit, ok, je suis prêt, vas-y, envoie ton prompt. D'accord? Très clair. Donc, j'ai fait exprès de faire un tout petit prompt. Ah oui, ok, ouais, pour la démo, oui, effectivement. Pour tester. Je dois produire un module e-learning sur l'utilisation des IA en conception pédagogique, c'est mon prompt. Alors qu'on précise, Donc, hein, c'est effectivement, pas... donc lui il est gentil, il met 3 étoiles. C'est très Pas généreux. mal, c'est très généreux, on est d'accord. Mhm. Donc tu vois, et là il m'explique. Donc le prompt est compréhensible mais beaucoup trop large pour produire un résultat exploitable. Donc il explique pourquoi. Effectivement. Bon, voilà, je vais dérouler, mais ensuite il vient expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre dans un module e-learning, quels vont être les scores, les machins, etc. Tu vois, on déroule. Donc là il a synthétisé la demande et commence déjà à travailler sur comment est-ce qu'il faudra travailler ton prompt pour que ce soit plus intéressant. Ensuite, voilà, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que j'ai pas 5 étoiles? Parce que j'ai pas précisé tous ces champs-là. Ouais. Donc, qu'il a identifié, c'est pas exhaustif, hein. C'est ce que lui a déjà identifié. Bien sûr. Après, moi, je peux dire, oui, mais il te manque ça, il te manque ça. C'est pas grave. Mm. Donc, il faudrait, voilà. Après, également à poser, donc, il fait son job. Les questions indispensables. Voilà. Typiquement, la liste des questions à laquelle il faudra répondre pour qu'on puisse travailler ensemble de manière un petit peu plus pertinente. Bon, après, voilà, comme vous voyez, c'est très, très détaillé, parce que c'est l'idée. Et donc, in fine, il me fait une proposition de prompt en version simple. Ok. Donc, voilà, effectivement, c'est simple. Une version experte, donc là, qui va un peu plus, tu vois, dans le détail avec, quand même. beaucoup plus dans le détail. Ouais. Et la version ultra concise, c'est ce que j'ai dit. Et donc là, on n'a même pas encore commencé le travail avec avec Copilot. C'est-à-dire que là, en fait, je l'ai mis en condition de dire, je veux faire un module et je vais travailler sur la conception d'un module de e-learning. Et maintenant, j'ai les prompts pour l'envoyer. Donc je peux copier-coller. On va le faire rapidement en espérant que ça marche. Hop. Je vais aller chercher, hop, le prompt qui aurait dû être celui que j'aurais dû faire. Ouais. Dès le départ. Dès le départ. Clairement. Voilà. J'ai monté une lettre. Et on y va. Et là, du coup, on attaque avec, effectivement, après, je pense que c'est un exercice que beaucoup d'entre vous ont déjà fait sur la création de modules, sur la scénarisation, etc. Mais du coup, voilà, là, on est sur quelque chose d'un peu plus intéressant, avec des choses qui sont nettement plus détaillées. C'est déjà séquencé, tu vois, avec à chaque fois des cas d'usage, des exemples, des machins, etc. Et donc, on est sur quelque chose de plus quali et de plus accompagné. Donc c'est pour ça, quand on répète, on rabâche beaucoup, et surtout moi, je le conçois, que la qualité du prompt est très importante. Si on n'est pas à l'aise avec le prompt, c'est un bon moyen de lui dire, allez, ok, tu vas me donner un coup de main là-dessus, et tu vas me rendre plus expert avec des réponses qui seront plus en phase avec ce que je fais à plus pro. Il y a un truc qui est intéressant et qui est bon de le préciser, c'est que bien qu'on ait la démo avec un modèle premium, même si vous avez le modèle de base, Copilot Chat, n'hésitez pas, à aller dans le détail à chaque fois. C'est souvent comme ça qu'il faut procéder en plus. On fait un prompt un peu général, on a une articulation globale, et après on a envie de détailler la séquence 1. On lui demande plus d'informations, on lui donne plus de contexte par rapport à cette séquence 1, et etc., etc. Et c'est comme ça qu'en fait, on aboutit à quelque chose de finalement pertinent, de globalement bon. C'est que c'est pas un travail en un clic, en une réponse, on va avoir tout ce que l'on souhaite. C'est que vraiment, ça se fait par itération. Voilà. Exactement. Maintenant, moi j'ai une question. Oui. On est sur Copilot Chat. Oui. Qu'est-ce qu'il peut prendre en format d'entrée et de sortie? Tu vois, là, on est uniquement textuel. Oui. Mais je sais Alors pas, effectivement, tu peux l'alimenter, Copilot Chat, tu peux l'alimenter, c'est Microsoft, hein, donc il prend en entrée tous les formats Microsoft, donc Excel, Word, les docs, les XLS, les PPT, etc. En voilà. Il prend pas le son, il prend pas la vidéo.
Après, il y a des subtilités. Alors, on vous a fait un petit tableau. Lucie a fait un petit tableau récap avec tous les formats d'entrée qu'il accepte et tous les formats de sortie. Ça permet effectivement de se dire est-ce que c'est bien judicieux d'utiliser Copilot pour générer une vidéo? La réponse est non. Typiquement. Donc ça permet effectivement d'avoir. Voilà, on essaie de vous outiller aussi là-dessus. Donc c'est un petit récap que vous allez, un récap tout court d'ailleurs, que vous allez pouvoir avoir. Ok, trop bien. Et je crois qu'on parlait de justement contextualiser dans le niveau 1 un peu des prompts. Oui. Il y a une étape qui vient après, je dirais, et dont on va parler, je crois. Qu'est-ce qui vient après en fait? On a parlé de contextualisation, dans les conversations. Alors après, effectivement, tu précisais que c'est premium. Ouais. Tout ce qu'on fait là aujourd'hui, ça marche sur le chat, Copilot Chat, Copilot Premium. Et il y a effectivement un dernier, en tout cas pour aujourd'hui pour nous, un dernier aspect qui est intéressant aussi dans Copilot, c'est la notion d'agent. Donc ça, la notion d'agent, vous l'avez déjà entendu puisque dans les émissions précédentes, notamment Aline, il faisait référence. Vincent aussi, qui disait qu'il lui s'est créé aussi des agents qui sont des clones de lui, qui permettent de faire des choses. Donc effectivement, c'est une possibilité. Et donc dans Copilot, vous avez, lui il appelle ça des assistants, des agents, voilà. Vous avez un certain nombre de possibilités. Donc moi je m'en suis créé un et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi je l'ai appelé mon brainstormer, après on fait ce qu'il vaut. Et on peut le modifier. Donc quand vous allez créer un agent, alors du coup un agent c'est quoi? Un agent c'est un invité classique ça fait pas de différence en fait, c'est une fenêtre de conversation avec une IA, sauf qu'elle est déjà préparamétrée en fait, c'est-à-dire qu'elle va être dans un rôle prédéfini. Donc là typiquement le mien, je l'ai paramétré dans la structuration de projet parce que c'est principalement mon activité. Donc tu vois, je l'ai mis dans les objectifs, m'aider à clarifier une idée, explorer les options, transformer en plan de projet concret. Je lui dis tu fonctionnes comme un facilitateur. Donc moi j'aime bien travailler en itération, donc effectivement là-dessus c'est comme ça que il est défini. Ouais. Je lui donne des règles, tu vois ce que je lui disais, tu adaptes le niveau de détail, tu n'inventes pas de faits, ça c'est important, et même dans la règle même de mon agent, je ne veux pas d'hallucination, c'est hors de question. Il y a des choses assez sensibles, donc je veux pas de ça. Et après, après c'est les règles classiques de gestion de projet, de conduite de projet, les plans d'action, les livrables, etc., etc. Le style, que tu peux définir aussi. Voilà, la mise en forme, le ton, direct, encourageant, les questions courtes, questions directes. Moi, je lui ai mis aussi, mais si je pars dans tous les sens, tu recadres gentiment et priori, parce qu'effectivement, des fois, quand on est en itération, ça part un peu, et donc là, il dit, attention, ce que tu dis, on l'a déjà dit il y a 1 heure ou un truc, donc. Et donc ça permet d'avoir un certain nombre de choses. Et là je l'ai pas fait, mais il y a aussi la possibilité de lui allouer une base documentaire. Ouais. C'est-à-dire que si je veux que mon agent, sa base de référence, ce soit la COG, ce soit si c'était juridique, ce pourrait être un code. Je peux aller lui mettre un certain nombre de documents et lui va s'en servir de base. Ouais, uniquement ces bases-là. Donc il va se dire attention là, tu me fais, on écrit quelque chose dans la coche, c'est pas rédigé comme ça. D'accord. Tu vois, ou justement dire on peut faire une référence à ce document puisque lui c'est ce qu'il a, et donc faire des inserts, ce genre de choses. Donc moi c'est comme ça que je l'ai créé parce que c'est comme ça que je l'utilise. Les agents, ils peuvent servir à moult choses. Bien sûr. C'est pas c'est pas un sujet. Et Microsoft Copilot en embarque un certain nombre de bases. Et c'est intéressant parce que là, du coup, on parlait de la contextualisation. C'est un peu des instructions personnalisées, mais intégrées dans un profil avec qui on va converser et qui va adopter ce profil avec ses paramètres. Et... Tu vois, là, quand je suis dans mon agent, j'ai un invité qui est, donc, il m'a changé, voilà. Donc je sais que je suis dedans. Et là, effectivement, j'ai pas besoin de refaire ce qu'on a dit tout à l'heure, lui préciser un rôle, lui donner du contexte, puisque il est déjà configuré, en fait. Oui. Donc je suis dans un copilot, custom, quoi. Donc là, il peut servir pour ça. Après, effectivement, Vincent l'utilise pour se faire des brainstorming différents. On n'a pas le même rôle, donc on n'a pas les mêmes instructions. Ouais. Et pour terminer, sur les agents, il y a un certain nombre d'agents qui sont configurés par défaut.
Après, là, je vous invite à aller jeter un œil parce que je pense que ça dépend aussi de la configuration de la DSI qui passe ou qui passe pas. C'est ça. Et notamment avec Lucie, on avait fait le test. Il y a un agent Canva, pour ceux qui connaissent, qui est super intéressant parce que ça fait le pont avec Canva quand vous voulez générer des documents, faire de la mise en page et tout. C'est super intéressant. Donc voilà, après il y a un certain nombre de choses, des analystes, Klaxoon, je pense que ça fait partie aussi des outils qui peuvent être intéressants. Donc voilà, Copilot permet aussi d'accéder à tout un panel d'outils, d'assistants, d'agents, on l'appelle un peu comme on a envie, mais donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur le prompting, et j'espère que ça a répondu aux très nombreuses sollicitations qu'on a eues sur ces sujets-là. Bah merci beaucoup en tout cas. Il y a plein d'autres choses qui seraient à dire et même qu'on vous partagera via les documents complémentaires dans le bas de cette vidéo, comme par exemple le fait t'as parlé un peu de limiter l'accès aux ressources à une certaine base documentaire, etc., ou plusieurs bases documentaires via les assistants et les agents. Rien qu'avec la commande / dans une conversation, on peut... Oui, alors par contre, attention, le / je sais pas s'il est dispo sur le copilote de base. La version de base aussi. Oui. Alors effectivement, oui, ça c'est extrêmement intéressant. Mais je peux le montrer rapidement. Ouais, carrément. Quand on est dans une conversation, si je fais /, j'ai accès. Bon, alors moi je suis sur une version, donc effectivement il va avoir accès à tous mes docs. Mais le / permet d'aller chercher des documents. Donc c'est intéressant dans un prompt. De se dire résume-moi / tac. Je veux pas aller trop loin là-dessus parce que comme j'ai pas une version standard entre guillemets, il y a un certain nombre de choses qu'il peut faire que vous pourrez pas forcément faire, donc parce que effectivement dans la version premium il fait le lien avec toute la suite Microsoft. Donc je peux lui faire rédiger les mails, je peux lui faire générer des tableaux dans Excel, etc., etc. Donc là c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais effectivement le / permet d'avoir un accès sur un document qui est stocké en local. Ouais, bah, trop bien en tout cas. Bah, n'hésitez pas en tout cas si vous voulez avoir plus d'informations sur cette histoire de / ou sur autre chose. Le questionnaire de satisfaction et notamment la rubrique qu'est-ce que vous voudriez voir. Voilà. N'hésitez pas. Savoir, en fait. Faites-nous un retour sur effectivement si ça vous avez appris des choses, s'il y a peut-être des choses que vous voulez partager sur l'art du prompting, on va appeler ça comme ça. Mais voilà, on a essayé de faire un document assez complet, vous aurez plein de tips, et puis si vous avez besoin qu'on aille plus loin, dites-le nous. Yes, bah merci beaucoup en tout cas pour cette démonstration hyper complète et en même temps ici comme tu le disais, on s'est concentré sur l'aspect méthodologie. Parce que faire un manuel de Copilot, aucun intérêt concrètement. Moi, je vais vous donner le parfait manuel de Copilot. Si vous avez une question, vous lui posez. Ça, c'est si vous savez pas comment ça fonctionne, telle chose, posez-lui la question. Très bon réflexe, ça, pour le coup. Cela étant dit, cela étant fait, je vous propose qu'on passe à la suite. Donc, la bonne pratique dans l'usage des IA génératives d'aujourd'hui. On va retrouver Cambly et le syndrome du ça ira. Bon, les titres, voilà, c'est toujours évocateur, plus ou moins. Comme vous le savez, on suit un personnage qui a une tâche à réaliser et qui va utiliser les IA pour le faire. Maintenant, on va voir comment est-ce que ce personnage va utiliser l'IA et on va voir s'il y a des choses à corriger ou non. Donc Cambly ici, elle doit rédiger un mail à destination des managers pour expliquer une évolution de l'offre de formation liée aux priorités emploi compétences en 2025. Situation bien connue. Situation bien connue dans notre secteur. Voilà son mail, je vais vous le lire brièvement. Donc l'objet, présentation des orientations de l'offre de formation. Dans un contexte marqué par l'évolution des métiers et des pratiques professionnelles, l'offre de formation à venir vise à accompagner les agents dans le développement de leurs compétences. Cette offre s'inscrit dans les orientations définies au niveau national et a pour objectif de répondre aux enjeux de transformation des organismes. Prévoit notamment des actions destinées à renforcer l'adaptation aux évolutions des outils et des organisations de travail. Votre rôle de manager est essentiel pour favoriser l'appropriation de ces dispositifs par les équipes et soutenir leur engagement dans les parcours de formation proposés.
Merci par avance pour votre mobilisation, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mail? Bon, il On est... peut pas faire plus générique. Hein. Ouais, bah il est... Tu dis rien. Ouais, c'est ça, il est... comment dire? Je sais pas, moi je le trouve... il passe, Fade. il passe Fade. bien. Voilà, fade. Non mais tu envoies ça à quelqu'un, on va te dire ok, je vais faire... Enfin, je vais voir ce C'est que pas je vais très faire. concret, c'est ça. Voilà. Bon, on sent le mail généré avec un prompt d'une demi-ligne. Ouais, bah Mais- aujourd'hui en plus en plus on va voir ce genre de choses, hein, mais... Oui, c'est vrai. Mais Le bon, là, mail, effectivement, c'est non. trop générique. Ouais, le mail, effectivement, il est lisible, oui. Mmh. Il est institutionnel, oui, parce qu'il a les formes, il a les codes, etc. Il est, Mais il y a on pas va de dire, un contenu. CARE, etc. Mais oui, très générique, peu engageant. On va voir on va voir plutôt le prompt que Cambly a utilisé. Donc voilà, une demi-ligne, on est un peu plus loin que ça. Rédige un mail à destination des managers pour présenter les orientations de l'offre de formation à venir dans un ton institutionnel et clair. Ok. Le mail doit être synthétique, compréhensible par tous. Mmh. Donc, il y a un souci du détail sur le fait de le rendre voilà, parlant et intelligible, et rappeler l'importance de l'accompagnement des agents face aux évolutions des métiers. Donc il y a un choix fait d'insister sur ce point-là. Bah, écoute, à la lecture du prompt, la réponse, elle correspond au prompt. Mhm. Parce que là, dans ton prompt, tu donnes pas de détails, donc il aurait pu l'inventer, certes. Oui. Il l'a pas fait. Ouais. C'est déjà plutôt positif, mais effectivement, il peut pas, il est pas dans ta tête, hein. Mhm. Effectivement. Le prompt, en l'occurrence, il est structuré, acceptable en apparence, dans la forme et tout. On reconnaît, comme on le disait, hein, des éléments de contexte. Oui. Donc c'est plutôt Oui, puis positif. c'est assez- Hein. le ton, il est bien, Ouais, absolument. mais il y a rien dedans. Donc là, je vous ai remis le mail, mais on va directement bouger à, si vous voulez voir, qu'est-ce que ce prompt, à votre avis, il peut engendrer comme problème? Donc on a parlé du côté générique. Est-ce que vous voyez autre chose? Peut-être. Après, on va le voir ensemble, hein. Mais Bah, je dis, après, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a pas de contenu, en fait. Donc, ouais, c'est vrai. on mobilise visiblement les sujet. managers en disant que vous êtes partie prenante, mais on leur dit pas sur quoi, en fait. Ouais, effectivement. Alors, si on va un peu plus dans le détail, déjà, le mail qu'on a vu initialement, il a été le résultat du premier prompt qui est derrière nous, en fait. Il n'y a pas eu réellement d'itération comme on a pu en parler plus tôt dans l'émission. Le message, il est effectivement peu incarné. On s'adresse aux managers, mais concrètement, il n'est pas personnalisé. Les managers ne voient pas, en fait, comment est-ce qu'ils pourraient prendre action. L'IA, elle aurait pu faire autre chose, concrètement anticiper les questions des managers, préciser leur rôle, dont on parle, rendre le message plus opérationnel. Et enfin, le mail, voilà ce qu'on disait au début, il fait le job, il est structuré, il est institutionnel, mais il n'est pas réellement... Il n'est pas pratique. Écoute, j'ai envie de te dire, il fait pas le job. Hein. Si tu reçois un mail comme ça, tu en fais quoi? Enfin, il y a rien dedans. Donc le job, il est fait. Alors oui, si effectivement le but était d'envoyer un mail qui n'a pas d'intérêt, le job est fait. Ouais, ouais, c'est sûr. Alors, voyons voir un peu le nouveau mail de Cambly. Donc, on va voir ça et après, on ira voir du coup le nouveau prompt en fait. Donc là, on a bonjour. Les évolutions en cours des métiers et des organisations appellent à un accompagnement renforcé des agents, tant en matière de développement des compétences que de lisibilité des parcours professionnels. L'offre de formation à venir s'inscrit dans cette perspective. Elle vise à soutenir les équipes dans l'appropriation des nouveaux outils, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles. Jusque-là, c'est bien contextualisé, je trouve, j'aime bien. En tant que manager, votre rôle elle est déterminant pour identifier les besoins prioritaires au sein de vos équipes, faciliter l'articulation entre formation et organisation du travail. Effectivement, en plus, ça ressemble bien à un rôle de manager que de devoir arbitrer, entre guillemets, accorder du temps aux équipes. Manager, quoi. Voilà, pour leur donner l'occasion de se former. Accompagner les agents dans leur parcours professionnel.
des temps d'échange, pardon, petite faute, seront proposés afin de recueillir vos retours et d'ajuster les dispositifs au plus près des réalités du terrain. Oui, c'est mieux. C'est mieux parce que là, pour le coup, c'est plus engageant. Ouais, effectivement. Là, on a des actions, on a des idées. Et puis, on s'adresse directement aux managers et on leur définit quel est leur rôle. Donc ça, c'est plus intéressant, effectivement. Effectivement. Donc là où tout à l'heure, on avait un mail qui était institutionnel, lisible, mais voilà, générique. Ici, on a quelque chose de concret, de crédible, qui est le résultat d'un dialogue avec l'IA. Et ça, on va voir justement. Du coup, une petite comparaison des mails. Effectivement, ça peut être très intéressant, comme vous allez le voir. J'ai mis avec des petits filaments là. J'ai mis les similitudes que l'on peut retrouver sur la terminologie, entre les deux versions des mails. Donc on le voit, il y en a on le voit que les points principaux sont respectés, mais du coup il y a également d'autres éléments qui ont été rajoutés et qui ont été ici mis en gras. On le voit, hein, l'évolution des métiers, on parle à droite, évolution en cours des métiers, l'accompagnement renforcé des agents qui est aussi retrouvé à gauche, répondre aux enjeux de transformation des organismes. Ici, on parle de soutenir les équipes tout en tenant compte des contraintes opérationnelles. Et ensuite, on développe dans l'appropriation de ces dispositifs et soutenir leur engagement dans les parcours de formation proposés. Ici, on détaille ce que l'on attend des managers et comment est-ce que ces derniers peuvent nous aider. Et ça rend, encore une fois, le mail beaucoup plus concret, beaucoup plus opérationnel. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs itérations du prompt maintenant. Exactement. Et du coup, voyons voir, voilà. Le nouveau prompt de Cambly rédige un premier mail de jet. Oui, un premier jet de mail. Un premier jet de mail. Ça, c'est déjà une bonne chose. Oui. À destination des managers des organismes visant à présenter les orientations de l'offre de formation à venir. Le ton doit être institutionnel, mais opérationnel, en faisant le lien avec leurs enjeux de management. Une fois le mail rédigé, propose des points d'amélioration possibles, les zones qui pourraient être perçues comme trop générales, des suggestions pour rendre le mail plus concret. Ça, c'est finalement la bonne pratique que tu évoquais au commencement. C'est qu'on contextualise. Ouais. On donne du contexte et on donne des objectifs. Ça, c'est important. Ouais. Et on interagit avec le client en lui disant, n'hésite pas à me proposer des choses, à me questionner, pour que finalement on améliore ce premier jet et que on avance tout simplement. Plusieurs avantages avec ce prompt. L'IA, elle devient partenaire et pas rédactrice. Elle livre pas un produit que l'on va prendre et que l'on va coller dans notre Outlook, mais au contraire, elle propose des pistes d'amélioration. L'itération, elle est intégrée au processus. Donc, sur les prénoms, voilà. Mais le processus, il est explicite. Donc, premier jet, on critique, on itère, on améliore, et ensuite, on aboutit à un résultat qui, finalement, est celui que l'on aimerait obtenir. Le message, il est mieux ciblé, donc au manager et pas seulement à l'institution globale. Les enjeux concrets sont pris en compte. Et le message, il gagne naturellement, comme on l'a vu, en clarté, en impact, sans perdre le ton et sans perdre le cadre institutionnel. Voilà. Donc, c'est bien, ça rebondit un petit peu avec ce qu'on s'est dit dans les pratiques sur c'est ça, très clairement. Il n'y a pas le prompt magique n'existe pas. Exactement. Et en synthèse, comme vous pouvez le voir, le premier jet de l'IA, c'est un point de départ, c'est jamais un produit fini. Exactement. Même si vous partez avec un prompt qui est en apparence bien construit, et n'hésitez pas à revenir dessus, à échanger à nouveau, à faire des itérations, à converser, parce que c'est dans la conversation que vous pourrez en fait aboutir à un résultat encore meilleur. Faites de l'IA, en tout cas les IA conversationnelles, faites-en un contradicteur. Mais remettez toujours en cause, même si c'est lui qui l'a généré, ou la machine, je sais pas comment on le dit, oui. Il est capable de se relire, de se recompléter, il faut le challenger. Et plus on va aller là-dessus, plus on va avoir des choses un peu de qualité. Il n'y a jamais de bonne réponse à un prompt. Exactement. Et donc voilà, la qualité vient de l'itération, pas de la génération. Et la personne qui pose les questions garde la maîtrise du message. Toujours à ne pas oublier, la personne qui écrit le prompt, c'est elle qui va faire les actions d'envoyer des mails, de
peu importe. Et du coup, Je pense que ça nous est déjà tous un peu arrivé de travailler en itération avec une IA et d'arriver à un moment où en fait on sait plus trop où on va, on sait plus trop où on est. Quand on est trop dans l'itération, des fois ça noie le truc. Ouais. Donc il faut pas hésiter à dire stop. Prendre du recul. On prend du recul, on a une pause, quitte à changer complètement d'orientation, mais il faut être effectivement garder la main, c'est ça qui est important. L'IA c'est un outil, il va pas faire pour nous. Donc si on se perd et on se dit bon au final je sais plus trop, il doit avoir raison parce que c'est une IA. Là, attention. Attention, c'est pas forcément quand on perd la main, la maîtrise comme tu l'as dit. Ouais. Voilà pour la situation d'aujourd'hui. La prochaine fois, on verra la situation de Paul. Bonne réponse, mauvais problème. Et celle-ci, je l'aime tout particulièrement parce que on aborde vraiment tout ce dont on parle en fait depuis le début de ces émissions. C'est l'intérêt du prompt, de bien le construire, etc. On verra ça plus en détail. Donc voilà. Voilà pour ces bonnes pratiques dans l'usage des IA génératives. On espère que ça vous a plu. Et sur ce, je pense qu'il nous reste encore la séquence des 3 questions là. Les 3 questions là. Ici, on est avec Patrick. Patrick, tout à fait. C'est ça. De la MSA. Exactement, ingénieur formation. Qui nous a fait le plaisir de venir nous voir et on a pu lui poser 3 questions sur ses pratiques. Voilà. Donc on vous laisse avec ça. Et on vous reprend après. J'utilise l'IA pour réaliser des tutoriels vidéo, principalement, avec un logiciel qu'on appelle Camtasia et qui embarque depuis 2 ans à peu près des fonctionnalités d'intelligence artificielle, notamment parce qu'il a été couplé à un autre logiciel de l'éditeur, Audi8, qui nous permet de générer des scripts, du text-to-speech, donc des voix off à partir d'un texte, et c'est surtout dans ce cadre-là que j'utilise. Le principe étant de donner vie à ces avatars. Donc les avatars d'Audi8 sont des avatars humains, mais j'utilise un autre logiciel dont j'ai oublié le nom pour générer aussi des personnages animés. C'est en lien avec les consignes qui nous ont été données, des consignes de sécurité, puisque on utilise des bases sensibles. Donc j'évite d'utiliser l'IA pour notamment réaliser des synthèses documentaires à partir de documents qui circulent au sein de la MSA, parce que il n'est pas facile d'identifier le degré de confidentialité que peuvent embarquer ce type de documents. Et, sachant que une bonne partie des intelligences artificielles sont générées par des entreprises qui ne sont pas des entreprises françaises. On a recommandation déjà d'utiliser un nombre limité d'IA et dans un contexte bien précis au niveau de mon institution. Demain, l'IA, je l'imagine robotisée. D'ailleurs, ça commence à se faire. Pour l'instant, on travaille sur des formations qui sont face écran, mais j'envisage tout un tas de possibilités où justement les personnages animés que je citais tout à l'heure sur les écrans prennent vie dans l'environnement d'apprentissage des apprenants et interagissent physiquement avec lui grâce à des modules d'intelligence artificielle embarqués. On espère que ça vous a plu. En tout cas, de notre côté, c'était un plaisir de le faire. N'hésitez pas à nous faire savoir justement comment est-ce que vous avez trouvé ces premières émissions, celle-ci en l'occurrence, en complétant le formulaire que vous retrouverez au tout début des ressources complémentaires sur Ucans TV. Donc n'hésitez pas, il y a de nombreuses méthodes d'utilisation de Copilot, et nous allons notamment en explorer une autre dans la prochaine émission. Oui. Avec une problématique qui va vous intéresser, je pense, à savoir comment garder une cohérence graphique lorsqu'on génère des visuels, parce qu'on en génère plusieurs en fait. Souvent, on perd un peu des éléments de... C'est compliqué. Ouais. Et Dieu sait qu'on en a essayé plein, des IA génératives graphiques. Ouais. Et effectivement, avoir une cohérence de visuel, c'est compliqué et on a peut-être une solution pour vous. C'est ça. Et pour celles et ceux qui ont apprécié la web-série, vous allez être contents puisqu'on va reparler du royaume de Flo. C'est ça. Donc on vous dit à très vite et puis
À bientôt. Ouais. Allez.